J'espère que tu vas répondre aux questions, mais c'est pas sûr. Comment ça commence? Qu'est-ce que c'est que ce conflit? Et quelles furent vos premières réactions, tant dans l'entreprise qu'au niveau de la direction des syndicats du livre? Je vais essayer de parler sans micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est clair? Ouais. Comme d'habitude. D'abord, je voudrais remercier Marc Manguez et le comité social, puisqu'il a pris la relève derrière Daniel Légereau, pour avoir organisé cette manifestation d'aujourd'hui. Deuxièmement, je voudrais rendre un deuxième hommage à nos camarades disparus qui m'ont accompagné dans ce conflit hors norme. Je pense à des camarades, je ne peux pas les citer tous, à Laurency, à Loiseau, De Vrienne et bien d'autres secrétaires qui étaient à nos côtés pour ce conflit hors norme dans le cadre du Parisien libéré. Une fois que les hommages sont faits, je suis très sensible aujourd'hui à cette présence. C'est une anecdote. En 1975 ou 76, on occupait avec le Parisien et tous les manifestants de la presse, du labeur, et bien toute la profession et la CGT, on occupait l'hôtel de ville. Sur les toits, il y avait les militants qui étaient sur les toits. Il y avait, à l'époque, c'était Chirac qui était le maire de la ville. On a occupé cette maison et d'ailleurs j'ai été matraqué parce que les manifestations qu'il y avait dehors ont été très violentes avant qu'on puisse approcher. Mais on avait réussi à les mettre sur le toit. C'est un souvenir mémorable. Et il a fallu que je négocie à l'époque le retrait en bon ordre de tous nos camarades qui étaient sur les toits après avoir obtenu une réunion avec le préfet Doublet, qui était de l'époque le préfet de région. Donc c'est un souvenir mémorable. On ne pouvait pas mieux faire que d'être dans cette maison et d'être reçu en grand compte, puisqu'on est dans l'endroit où se décident bien des choses sur la ville de Paris. Ceci étant, je vais essayer de vous planter le décor de ce conflit qui a éclaté avec le Parisien libéré. D'abord, le contexte. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi toutes les imprimeries de presse, tous les ateliers de routage, tous les ateliers d'expédition étaient dans le centre de Paris? Bien, la question, elle est posée au travers de la poste centrale de la rue du Louvre, qui est ouverte 24 sur 24 heures et 7 sur 7 de l'année. C'est-à-dire que quand on imprimait les journaux, la première édition, c'était les abonnés. Et les abonnés partaient directement dans les maisons de routage, et c'est la poste qui était en prestation de service permanente pour servir les abonnés. Voilà pourquoi toutes les imprimeries et toutes les entreprises étaient dans le centre de Paris. À ne rien vous cacher, les imprimeries, c'était 3e sous-sol ou 4e sous-sol d'immeuble pour éviter les nuisances. Les ateliers avec la clicherie, le saturnisme, le plomb en chaleur, les vapeurs d'aérosols, d'encre et de papier faisaient de nous des malades par anticipation. Avant l'âge, on était vraiment dans des conditions atroces de travail. Donc cette modernisation avec ce matériel obsolète était indispensable à être faite. On le savait. Et un beau jour, Amaury demande à la fameuse 4L, c'est-à-dire Laurency, Lepeu,
Donc on rencontre Amaury aux Champs-Élysées, ça se situait en avril 1974. Il nous fait voir une maquette aux Champs-Élysées. Il dit voilà l'usine que je veux installer. Je vais la mettre en dehors de Paris, puisque tout à l'heure vous avez évoqué que beaucoup d'entreprises étaient décentralisées de Paris pour aller en banlieue ou même dans une périphérie plus éloignée. Et de ce fait, je vais construire ces usines avec plusieurs imprimeries à l'intérieur. On a dit, nous, on est d'accord. On est d'accord pour moderniser, on en avait marre de travailler avec un matériel obsolète, dans des conditions inhumaines, et puis il fallait que l'on passe à la modernisation. Les machines étaient complètement vieilles. L'époque des cochers de Fiat. On roulait avec des machines incroyables, on faisait des productions minables, mais on travaillait et on sortait les journaux. Et à l'époque, le Parisien, c'était 1 million d'exemplaires. Donc, on était d'accord. On a fait une cinquantaine de réunions d'avril 1974 jusqu'à la fin de l'année. On a fait toutes les réunions possibles, aussi bien la Chambre syndicale typographique, que les correcteurs, que les mécaniciens lino, que le syndicat des libres, lesquels il y avait, que je représentais avec une dizaine de sections techniques. On a eu toutes les réunions nécessaires avec Amaury, pas avec Amaury, avec son staff de Véricourt, Rayon et Créault. Donc, on se retrouve en réunion et à l'issue de la réunion, une fois qu'on a terminé nos travaux, l'opération se faisait ainsi. 600 salariés, 300 entre autres. C'est-à-dire que 300 risquaient de remplir les caisses du chômage. Puisqu'on a parlé que le chômage montait, nous avions 300 camarades sans solution. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben, on va voir Amaury et on va lui présenter le résultat. On présente le résultat et là-dessus, ben, Amaury nous dit, alors, j'ai dit, voilà, vous avez des solutions. Parce qu'on était venu avec des solutions. Vous faites du 39 bis. Il faut savoir que dans la presse, on avait un statut privilégié sur le plan fiscal qui permettait de dégager des bénéfices pour reconstruire l'ensemble des usines et du matériel. C'est-à-dire qu'on avait un avantage qui permettait de thésauriser et de renouveler le matériel qui était vraiment obsolète. Deuxièmement, vous avez la possibilité d'utiliser toute une série de propositions qui permettaient d'absorber ce personnel. On savait qu'il y avait une centaine, 110 camarades qui retrouvaient un emploi dans les 300, et on disait, il y a un turnover, avec le turnover, on va pouvoir permettre à ces camarades de partir en 13e mois, en congé ou en vacances. Donc on a expliqué toutes les possibilités, les départs en retraite. On est venu avec un catalogue de solutions. Amaury nous dit, messieurs, c'est clair, l'entrée, vous avez le contrôle de l'embauche. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous avez le contrôle de la débauche. C'était le conflit. Le conflit était inévitable. Et partant de là, automatiquement, il fallait rendre compte à nos camarades qu'on était bloqué par un employeur qui disait, moi, c'est terminé, les 300, je ne veux pas connaître. Qu'est-ce qui s'est fait? Entre-temps, Amaury provoque un coup de force. Il décide, car il sortait son journal en 2 formats, le grand format et le tabloïd. Il faisait du tabloïd pour concurrencer Paris Jour qui était en train de damer le pion. Et il décide unilatéralement, aux petites écuries, je vais leur faire tirer 700 000
exemplaires du petit format. Et les autres, j'en veux plus. On se retrouvait qu'avec 100 salariés employés, et tous les autres y passaient à la trappe. C'est pas possible. Alors on a dit à nos camarades imprimeurs, vous allez faire le chiffre habituel de tirage, 400 000, 450 000, et après vous bloquez les compteurs. Et tous les autres salariés, on leur a dit, vous allez vous rendre à votre poste de travail, comme si rien n'était, et vous attendez qu'on vous donne le boulot. Le conflit a éclaté alors au grand jour, et là, il a commencé à faire des éditions pirates en banlieue, il a commencé à expédier des journaux, à faire imprimer en Belgique, il a commencé à mettre en place tout un plan de guerre. Donc, le conflit était inévitable, on était en plein cœur d'une possibilité de se défendre. Alors, examinons ensemble, si vous voulez, le rapport de force. Amaury, il avait d'abord la puissance financière, il avait un frigo, il avait un empire de journaux juteux, Marie-France, Point de vue Page du Monde, et bien d'autres encore. Il avait l'équipe, le Parisien, c'est-à-dire que si on le compare au Big Boss d'aujourd'hui avec LVMH, Bolloré, Dassault, Bouygues, il était du même niveau de puissance. Donc il avait tout ça en lui, et en plus, il avait quelque chose qu'on ne voit nulle part ailleurs, la puissance des pouvoirs publics. Je m'explique. Il y a souvent des conflits du travail avec des ouvriers ou des salariés qui font grève contre leur patron. Ce sont des conflits de droit privé. Mais chaque fois que dans ces conflits, un intervenant intervient auprès des pouvoirs publics, ceux-ci bottent en touche en disant « Ah, mais c'est du privé. Vous avez les lois, vous avez les prud'hommes, vous avez les tribunaux, vous avez vos conventions, démerdez-vous. Mais nous, on ne rentre pas dans ces conflits. Mais pour nous, dans la presse, dans le livre, dans la CGT, on avait les pouvoirs publics, à commencer par les députés, les sénateurs, le Premier ministre, le Président de la République, les ministres privés, les imprimeurs qui étaient prêts à venir là, comme des nécrophages se servir sur la bête. Il y avait autour de ça, et même la Confédération France ouvrière est venue prêter main forte à cet employeur hors du commun, qui avait tout l'appareil d'État pour lui, et nous on était là avec nos petits moyens, puisque je vais vous les citer tout à l'heure. Je considère que ce n'est pas un conflit normal. Je considère que c'était un complot d'État contre les ouvriers du livre, contre la CGT, contre un bastion de la CGT, comme ils ont essayé de détruire ce que j'appellerais la sidérurgie, le charbon, le textile, et de temps en temps, ils s'attaquent au docker. C'était pas par hasard qu'ils nous attaquaient. Il fallait nous détruire et nous anéantir, car nous étions un mauvais exemple pour la classe ouvrière. Donc, pour moi, c'est un conflit qui devenait un complot, avec autant de force. Notre rapport de force à nous, lequel il était? Il faut savoir que le comité inter est une coordination. Ce n'est pas une structure de fait. C'est la réunion entre la chambre typographique, les correcteurs, les mécaniciens libéraux, les syndicats, le syndicat général du livre, avec toutes les sections techniques, et que chacun venait dans ce comité et acceptait automatiquement les décisions prises ensemble avec les délégués syndicaux, les représentants syndicaux au comité d'entreprise, les secrétaires, car chaque section technique avait un secrétariat avec un trésorier. C'est ce que j'appelle un syndicalisme
de proximité. C'est ce qui nous a sauvés. Car si le balayeur était pris dans un ensemble, ou l'électromécanicien, ou il était noyé dans la masse. Mais là, non! Chaque section technique avait la responsabilité de ses ressortissants, avec ses secrétariats. C'était très pointu. Moi, chaque année, j'avais une dizaine d'assemblées générales pour renouveler les directions syndicales de chaque, les clicheurs, les photograveurs, les électromécaniciens, les déparfos, les imprimeries, les messageries. Tout ce monde-là avait une structure et des bureaux de placement particuliers. Et il n'y avait pas du tout d'interférence entre le clicheur et le roton. C'est pas vrai. Chacun, jalousement, gérait son personnel et ses mouvements de personnel. Donc notre rapport de force était là. Pourquoi ce rapport de force nous a aidés? C'est que quand on a organisé la solidarité financière, il a fallu demander à tous les 6000 salariés qui étaient hors conflit de payer 10% de leur salaire pour soutenir les 600 camarades qui étaient spoliés du Parisien libéré, car ils étaient 600. Donc, d'un côté, 10% en moins, et de l'autre côté, une solidarité. Mais heureusement que chaque section technique, nominativement, organisait sa propre solidarité dans son registre bien précis. C'est très important parce que ça permettait de me dire qu'on faisait du syndicalisme de proximité comme nulle part on trouve ailleurs. Et le fait le plus important, je le signale, ces 1600 salariés privés de 10% de leur pouvoir d'achat, puisqu'on était tous à 0 à 90% de revenus. 90% et on alimentait à 90% des chômeurs. Donc, pendant 27 mois, on a vécu avec une baisse de notre pouvoir d'achat de 10%. Et là, je veux rendre un hommage aux mères de famille, celles qui gèrent l'argent quand ils rentrent à la maison. C'est elles qui font la popote, qui organisent ceci. C'est elles qui organisent les maris en opération. C'est elles qui soignent les blessés. C'est elles qui font tout le boulot. On dit que c'est la moitié, mais moi je dis que c'est les trois quarts, c'est peut-être 80%. Et heureusement qu'elles étaient là, elles nous encourageaient. Il faut se battre. Plus vite on se bat, plus vite on gagne, et plus vite on retrouve notre pouvoir d'achat. C'est humain. Donc, je rends un hommage à toutes nos femmes. Elles nous ont aidés, mais comme jamais on a. Si elles n'avaient pas imaginé une autre femme qui dit à son mari partout, tu me laisses les mots, j'ai tort, ceci. Vous voyez les colibés. Non, elles étaient même dans les manifestations. En plus, elles s'occupaient de soigner les plaies, de dire tu vas en opération, l'angoisse de savoir si le mari va être arrêté ou pas. Elles ont été d'une utilité merveilleuse. Puis le deuxième rapport de force qu'on a eu, c'est les camarades des messageries. Les camarades des messageries, quand ils ont vu qu'on était engagés dans un conflit, ont décidé de ne pas faire paraître, de ne pas distribuer le Parisien libéré. Ça a été un point important pour nous parce que, imaginons que les entreprises pirates, elles donnent les Parisiens à distribuer à nos camarades et ceux-ci à contre-cœur obligés de faire le c'est net. Une autre profession est venue nous aider, les postiers. Les postiers ont refusé de diffuser les abonnés du Parisien, quand il y en avait. Donc, on a eu une conjonction de moyens, un rapport de force qui s'est lié pour nous permettre de faire face. Quand personnellement j'ai vu que nos camarades versaient 10% de leur salaire, je leur ai tenu ce langage. J'aurais dit, vous savez mes amis, mes camarades, vous versez 10%, c'est un investissement sur l'avenir. Parce que si on perd ce conflit,
tous les patrons vont s'engouffrer dans la brèche. Vous avez raison, il faut nous aider et aider les autres à tenir ce conflit. Donc, j'avais expliqué à mes camarades que ce n'était pas un investissement à fonds perdu, c'était un investissement d'avenir pour pouvoir avoir le droit d'exister quand on aurait réglé ce conflit. Deuxièmement, on pouvait faire autrement. Prendre nos 600, comme on avait le contrôle de l'embauche, on les mettait dans la production et tout le monde était à moins 10. Puisque 600 venant travailler dans les entreprises, par rapport à 6000, tout le monde était à moins 10% de leur salaire. Mais c'était une capitulation. On ne pouvait pas prendre, sous prétexte du contrôle de l'embauche, les mettre dans les entreprises. Il valait mieux payer pour avoir un jeton sur l'avenir. Et au passage, les 6600 salariés et grévistes, bien ils étaient motivés. Plus vite on se bat, mieux on arrive à se défendre. Et on va essayer de gagner le conflit. Alors, voilà le rapport de force premier. Est venu ensuite un deuxième rapport de force, c'est la CGT au grand complet avec Henri Krasuki. Henri Krasuki, qui était le secrétaire derrière CEDI, il n'avait pas le titre, mais il occupait la fonction. Il était partout, Henri Krasuki. Il a été pour nous un secours merveilleux. Ça a été aussi dans le rapport de force avec notre famille. Et puis, on a eu aussi des aides des partis communistes, des élus communistes qui sont venus nous aider, qui nous ont dit, nous on est d'accord avec vous, c'est un conflit anormal, ils ne respectent pas les lois, ils virent tout le monde sans savoir, sans donner aucun motif, ils n'étaient même pas licenciés, ils les avaient locoutés, je ne veux plus les voir. Et nous, on avait des camarades qui avaient décidé la grève à un moment à 98%. C'est-à-dire, c'est pas possible. On ne peut pas subir une telle humiliation avec un non-respect des lois. Il faut qu'on se batte. Et on s'est battu. Et on s'est battu. Mais arrivé la quatrième, la route secours, Lourdes. Je veux lui rendre un hommage à ce prince. Il n'est pas là et je le regrette. Il est un petit peu en difficulté sur le plan physique. Il a été pour nous ce que j'appelle une ouverture. Il a inventé des tas de manifestations assez particulières, à tel point que même des anciens de la CGT trouvaient ça un peu particulier. C'est original, ils font des tas de choses que nous on ne faisait pas. Et puis de temps en temps, on a reçu quelques critiques, mais amicales. Ils ne comprenaient pas que notre façon de faire était différente de ce qui se faisait dans le traditionnel. Nous avions compris une chose, c'est que les manifestations de la République à la Bastille, de Bastille à la Nation, c'est bien quand l'organisation syndicale organise ce genre de manif. Mais, à part les riverains, et si les médias ne couvrent pas, ben c'est un abcès de fixation qui n'a pas beaucoup d'effet sur le plan national. Nous, grâce à la discothèque, il nous a fait occuper des tas de ministères, des endroits, des manifs. On a fait du tourisme syndical, d'action. On n'a aucun. Je pouvais dire, on pouvait être des représentants de commerce pour faire de la publicité sur les monuments qu'on a visités. Bien, ces manifestations, quand elles avaient lieu, quand on occupait la Bastille, quand on occupait le France, quand on occupait la porte Saint-Martin, quand on occupait Notre-Dame, quand on occupait ici, à chaque fois il fallait négocier le repli en volant. Je vais vous dire, la force qu'on avait, c'est qu'on disait à tout Africain qui venait, parce que c'était toujours des manifestations non autorisées, hein. On était toujours dans la manifestation sauvage. On disait, voilà, on veut bien faire le repli. En venant, vous nous mettez une voiture balisée devant, une balisée derrière, mais avant,
de partir, on veut une télé, une radio, un journal qui puisse diffuser le pourquoi on était là. On ne demandait pas beaucoup, 30 secondes d'antenne sur la télé. C'était des millions de téléspectateurs qui étaient au courant de ce que nous faisions. Au départ, il y avait une certaine hostilité contre les ouvriers du livre, non pas contre, mais par jalousie par rapport à leur statut vis-à-vis de l'opinion publique. Mais au fur et à mesure qu'on a expliqué la nature de ce conflit, les injustices, les inégalités et la volonté de se battre avec cette solidarité telle qu'on l'avait organisée, on commençait à gagner ce qu'on appelle les rigueurs. Les gens, ils disaient, tiens, ils sont encore là, tiens, ils sont... C'est-à-dire qu'on avait mis en place, face à une puissance colossale d'Amaury, la guérilla. La guérilla, c'est quoi? C'est attaquer là où vous n'êtes, on ne vous attend pas, et faire le coup d'épingle qui va titiller sans arrêt l'adversaire et le faire douter. Il fallait qu'on le fasse douter. Lui dire, t'as beau avoir un carteron de généraux dans ton staff, on n'en a rien à foutre. Nous, on a à défendre nos professions et on veut une négociation civilisée, pas comme tu la proposes. Donc, on avait automatiquement, chaque fois qu'on faisait une manifestation, un repli en Godard, direction la rue d'Anguin, les prises de parole qui ont été indispensables, parce qu'à chaque fois, il fallait remonter le moral des troupes pour leur dire aujourd'hui c'est bien, mais demain ça sera mieux. Et puis la bataille n'est pas terminée. Et on veut une négociation civilisée. On ne veut pas une négociation sauvage où on va nous faire passer à la trappe et nous mettre au chômage. Donc ça a été ça, notre rapport de force. Et partant de là, bien, on a fait notre chemin, et c'est pour ça que la famille lourdaise, parce que j'ai connu le père qui était chef tricheur à La Cierlo, moi j'étais délégué en rotativiste, puisque je travaillais au roto, et j'ai connu les deux frères lourdaises, Maurice et Robert. J'ai connu la femme. Elle a le même prénom que la femme. Et Christiane Lourdaise qui était à la Fédé. Donc, toute cette famille, cette dynastie des Lourdaises, mérite d'être à l'honneur. Parce que si on n'avait pas eu le sens profond de la responsabilité, du sérieux, chaque fois il venait au comité inter pour lui dire voilà, au bureau de l'inter, j'ai décidé confidentiellement de faire telle action. Qu'est-ce que vous en pensez? On donnait notre accord. Et on donnait notre accord parce qu'on considérait que c'était quelque chose de tout à fait particulier. Et au grand dam de tout le monde, on réussissait nos coups, car à chaque fois, ils étaient obligés, les flics, de négocier le retrait en bon ordre dans le cadre du redéploiement de nos manifs. Alors voilà donc, dans un premier temps, le rapport, les pourquoi il y avait cette modernisation, le rapport de force, Amaury avec son staff et le comité inter. Alors j'ajouterais que dans le rapport de force, il y avait quand même avec nous, et puis c'est pas à négliger, le syndicat des employés qui nous ont aidés, le syndicat des cadres qui nous ont appuyés, le syndicat des journalistes, même la CFDT est venue nous voir sur les tickets de grève, Edmond Maire Chéral, me disant nous on ne vient pas dans ce conflit, on vous soutient sans participer, mais vous pouvez y aller, vous avez raison. Donc on a eu la fête, on a eu une multitude de soutiens qui sont venus nous aider dans ce conflit, qui n'était pas seulement qu'un conflit de la presse, c'était le conflit de la presse, du labeur, de la CGT et du livre. Donc l'attaque, c'était comment détruire le syndicat du livre avec son monopole d'embauche. Alors je m'explique sur le monopole d'embauche, qui a été souvent cité comme un préalable à toute forme de négociation. C'est faux.
Nous n'avons pas fait le préalable avec le monopole d'embauche. On avait le monopole d'embauche qui était le résultat de faits de guerre pendant la résistance. Il faut savoir qu'au moment de la résistance, en 1944-1945, le Conseil national de la résistance a demandé à la Fédération du Livre, à Édouard Henny, qui était le secrétaire général de l'époque, qu'il fallait qu'on relance les imprimeries du jour au lendemain. La veille, on imprimait les journaux de la collaboration, le lendemain, il fallait imprimer les journaux de la libération. Et ils nous ont demandé à nous d'organiser toute la structure technique pour relancer les imprimeries. Ce qui nous a donné, ce qui nous a permis par la note de Francis Gay, une circulaire comme quoi on avait droit au monopole d'embauche. Mais je vais vous dire, c'est un faux problème. Car derrière, il y a eu la loi Moisan en 1956. La loi Moisan à l'initiative de Force ouvrière, qui contestait le monopole d'embauche des camarades dans la presse. Cette loi Moisan interdisait à une organisation d'avoir un monopole d'embauche dans les entreprises. On a dit, mais elle est inapplicable, la loi. On a des monopoles de fait. Prenez les messageries. Les messageries, c'est pas nous qui embauchions le personnel, c'était la direction. Et dans les messageries, sur 50 délégués, il y en avait 49 à la CGT. Et un qu'on perdait au plus fort reste. On avait le monopole de fait. Et des monopoles de fait, ça existait dans le labeur, ça existait dans les imprimeries, ça existait un peu partout. La CGT avait une auréole authentique de son autorité et de ses compétences. Donc je dis c'est un faux problème. Même si on n'avait pas eu le monopole d'embauche, on avait le monopole de fait dans toutes les entreprises. Et la CGT était en prisiérie. Alors je dis bien, les adhérents étaient là sans distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse. Ils étaient là parce qu'ils voyaient en une organisation des militants, une organisation capable de défendre les intérêts et leurs conditions de travail. C'était ça, le faux monopole. Je dis, mais c'est un faux problème. Même si demain il n'y a plus le monopole reconnu dans nos accords, on s'en fout. On fera un peu de la politique, un peu tout doucement, de gagner au fur et à mesure que les embauches se font, de les gagner à notre cause. Et c'était le cas. C'est ce qu'on a fait avec la CGT qui nous a beaucoup aidé. Ensuite, si vous voulez, je vais peut-être arrêter là, peut laisser les gens. Ouais. Ok. Bon, vous avez bien fait de rire. Oui. Bon, est-ce que vous voulez intervenir, poser des questions, apporter un témoignage? Didier Lourdes, j'ai vu. Alors, vas-y. Ouais, c'est pas facile d'intervenir après M. Bugenet et Roger. Alors moi, je fais partie de une des troisièmes catégories citées par Marc, celle des culottes courtes. Et je voudrais apporter dire une petite intervention à la fois en termes de témoignage, mais aussi à la fois sur la responsabilité syndicale qu'on a aujourd'hui et de comment on a perçu effectivement le conflit. Je rapportais également et souhaiter un très bon courage à Maurice, mais nous savons qu'il en a. Alors le conflit que nous évoquons aujourd'hui est incontournable dans l'histoire de notre profession et dans celle de notre syndicalisme. Il occupe encore une place importante dans notre imaginaire, car ce conflit long de 27 mois a sans nul doute permis au syndicat CGT du Livre parisien d'être encore présent aujourd'hui. Cette bataille de grande ampleur est restée dans les mémoires de tous ceux qui l'ont vécue comme une lutte, pas comme les autres, qui a fait grand bruit du fait de son originalité, de sa détermination et de sa longévité. Elle a permis de mettre en avant les forces des syndicats CGT du Livre, et croyez-moi, ça m'en parle encore. Alors, il y a eu d'abord l'intelligence des responsables syndicaux
qui ont su créer un outil syndical permettant de réunir l'ensemble des syndicats CGT de la profession afin de lancer toutes les forces dans la même bataille, ce qu'évoquait Roger Lancry, le comité intersyndical du Livre parisien, qui fut particulièrement bienvenu pour construire et nourrir la réflexion syndicale nécessaire pour lutter contre l'attaque d'Emilien Amaury, le patron du Parisien libéré. Parmi les décisions importantes et originales, il y a bien sûr, et là aussi ça a été dit, celle de demander aux adhérents des syndicats du Livre parisien de verser chaque mois 10% de leur salaire aux grévistes du Parisien libéré, afin que ceux-ci puissent poursuivre leur lutte et assurer leur présence sur le terrain des mobilisations. Cette solidarité exemplaire fut, je pense, une des clés de la réussite du mouvement. J'imagine que cela a également permis à la commission loisirs de s'appuyer sur un nombre très important de militants. En plus des salariés du Parisien, les entreprises avaient des organisations de travail et des effectifs qui permettaient aux camarades, probablement de toute la profession, d'afficher leur solidarité, de se mobiliser très rapidement pour assurer, en effet, l'effet de surprise et de rassemblement de masse. Tous ces ingrédients ont été utilisés pour réussir ce conflit dur et long, parce qu'on est bien d'accord qu'une aventure comme celle-ci ne peut être que collective. Pour aller plus loin dans l'intervention, j'aimerais livrer un témoignage plus personnel. J'avais 9 ans en 75, au démarrage du conflit du Parisien libéré. Pendant 2 ans, les familles des salariés de la presse parisienne ont vécu au rythme de cette bataille ouvrière qui était omniprésente. J'en ai gardé quelques vagues souvenirs et je souhaite les faire partager. Le premier d'entre eux, ça a été téléphoné. M'excuse, ça peut sembler con ou bizarre au choix, mais ça m'a marqué. Vous savez, ces téléphones à cadran habillé d'un écran marron. J'ai encore en tête celui-là. Bien sûr, le problème n'était pas son esthétique, mais qui n'arrêtait pas de sonner. De jour comme de nuit, il sonnait tout le temps. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Impossible de mettre un mode avion, pas de boucle WhatsApp, pas de SMS, pas de mail. Et pourtant, selon le dire des anciens, dans l'heure qui suivait le coup de fil, plus de 600 syndiqués CGT, au minimum, étaient présents au rendez-vous donné, qui souvent d'ailleurs n'était qu'une étape, ça laisse rêveur. C'est dire la réactivité et l'engagement des militants et la confiance portée aux responsables, car souvent, les camarades ne savaient ni où ils allaient, ni ce qu'ils allaient faire. Je crois qu'ils avaient mis en place, vous me confirmerez, un système d'appel en cascade. Chacun avait 2 ou 3 numéros de téléphone, qui avaient eux également 2 ou 3 numéros de téléphone, et ainsi de suite. Cela permettait de ne pas avoir à appeler tout le répertoire. Deuxième souvenir, les rendez-vous à la maison pour partir en planque, en repérage. Quand on a 8 ans, on se dit, ce sont des détectives privés ou bien. Et puis en plus des rendez-vous, il y avait les repas, avec les codes de la CGT, bien entendu, et les histoires du Parisien libéré. Ça parlait de suivre des camions, de les intercepter, de guider leur chargement, de rodéo, de pneus crevés, ou de la manif et de la bagarre avec les forces de l'ordre, j'en passe et des meilleurs. Chacun y allait sa petite histoire, et on comprenait vite que les gars s'étaient autorisés à faire des trucs totalement interdits. Quand j'y repense, je ne suis pas le seul de ma génération présent dans la salle à l'avoir vécu gamin, c'était assez hallucinant. En fait, face à ça, quand on a 8 ans, on se dit que quand on est à la CGT, on n'est pas tout seul. On a l'humilité puisqu'on peut faire des trucs extraordinairement déroutants. On peut se battre pour son emploi avec des méthodes peu conventionnelles, c'est le moins que l'on puisse dire. On peut faire un peu les bandits et défier le pouvoir, ce qu'a évoqué Roger et que nous avons évoqué plus précisément Maurice. À 9 ans, on est forcément attiré par ces gaillards qui ne manquent pas d'imagination, de courage et de disponibilité. À l'époque, comme métier, je voulais faire CGT. Je ne suis pas tombé loin. Bien sûr, on ne peut pas faire de parallèle direct avec la situation en 2025. Il faut bien vivre avec son temps. Et malheureusement, de nos jours, les conditions ne sont plus réunies pour construire un mouvement comme celui qui anima le conflit du Parisien libéré. Les modernisations sont passées par là, dans les entreprises, et les effectifs ont fondu comme neige au soleil. Mais nous sommes encore présents. Nous ne sommes pas morts, loin de là, et nous continuons à nous battre, avec toujours la même boussole, la justice sociale. Et les mêmes outils, la solidarité, la fraternité et le courage. En conclusion, je tiens à dire un grand bravo, un grand merci à cette génération de militants et de responsables engagés
qui ont tenu bon face à ce patron toxique qui voulait la peau des ouvriers du libre, qui ont su trouver dans le chemin de la négociation une sortie par le haut. Et je précise que le Parisien que vous avez libéré est toujours imprimé en presse au niveau national et uniquement par des salariés syndiqués à la CGT. C'est donc encore une victoire totale 50 ans après. Merci et bravo.